Pour s'orienter en politique, on entend souvent dire qu'il suffit de se soumettre au réel. Comme le réel est multiforme et inconnaissable dans sa totalité, la prétendue soumission au réel consiste à accepter une réalité conçue et façonnée par un groupe qui exerce sa volonté de puissance. Le réel invoqué, c'est parfois le mouvement de l'histoire. En invoquant la vérité du matérialisme historique et en assignant un terme paradisiaque à la lutte des classes, les partis communistes du siècle dernier indiquaient combien il était préférable de se ranger sans attendre sous leur bannière. Le réel invoqué, c'est aussi ce qu'on appelle les leçons de l'histoire. Mais pour tirer des enseignements de l'histoire, il faudrait être certain qu'il s'agit de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et non d'une représentation de l'histoire trop ancienne ou trop chargée d'idéologie. Il faut aussi être certain que les conditions générales dans lesquelles une expérience historique s'est déroulée sont demeurées identiques. Par exemple, les leçons de l'offensive allemande de mai 1940 n'ont pas de sens pour un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Le réel invoqué, c'est le plus souvent un discours destiné à préserver des avantages politiques ou des intérêts économiques et financiers. Ce procédé classique s'accompagne aujourd'hui d'une invocation des contraintes imposées par les règles et les normes de l'Union européenne. Or, ces normes sont le produit d'une idéologie économique qui entend démontrer que l'efficacité tient au respect des normes dans le refus de tout choix politique. Après Margaret Thatcher, les politiciens néolibéraux de droite et de gauche ont affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative. Et tous disent aujourd'hui qu'on ne peut rien faire contre les marchés, que les marges de manœuvre sont étroites, que les directives de l'Union européenne doivent être respectées. À l'opposé de la soumission au prétendu sens de l'histoire ou à un système de normes, la politique implique la capacité de prendre des décisions, donc de faire des choix entre plusieurs alternatives. Quelles sont ces possibilités de choix? On sait que la décision est un acte difficile. Comme l'étymologie l'indique, décider, c'est trancher, alors que souvent le pour et le contre s'équilibrent. De toute manière, on décide dans l'incertitude, car nul n'est en mesure de réunir toutes les informations possibles et de prévoir toutes les conséquences de sa décision. L'information surabondante paralyse d'ailleurs la prise de décision et, d'autre part, les informations qui sont recueillies sur le terrain peuvent avoir été mal transmises ou mal interprétées ou encore ignorées en fonction de divers préjugés. Il est cependant possible de réduire l'incertitude en prenant garde aux différentes périodes de l'action. Il est en effet dangereux de décider en fonction des données du moment sans placer les événements dans le moyen et dans le long terme. Par exemple, en 1940, au vu de l'effondrement de l'armée française et de l'occupation d'une partie du pays, il est parfaitement réaliste de penser que la France n'a d'autre choix que de se soumettre à l'Allemagne. Mais si l'on pense que la défaite n'est qu'une bataille perdue dans une guerre qui va devenir mondiale, c'est le choix de la résistance qui s'impose. Dans cet exemple, on voit que la décision gaullienne est prise dans le temps, c'est-à-dire selon la situation présente et selon l'avenir prévisible, mais cette décision, elle est aussi prise selon l'espace. Il faut penser la nouvelle guerre selon le jeu des puissances terrestres et des puissances maritimes, selon le lieu entre les espaces solides et les espaces fluides,
envisagée par Laurent Henninger. Une autre manière de réduire l'incertitude est de considérer qu'une nation est toujours exposée à la crise interne et à la menace extérieure, et que les moments de calme ne sont que de brefs répits. C'est, là encore, une des grandes leçons de la politique gaullienne. Pour reprendre les mots d'Arnaud Tessier, l'ordinaire, pour le général de Gaulle, n'est qu'une atténuation de l'extraordinaire. Qu'il s'agisse d'une crise économique ou d'une crise sanitaire, nous constatons les conséquences dramatiques d'une économie qui n'est ni mobilisée, ni prête à la mobilisation, de services de santé qui ne sont pas prêts à supporter un afflux de malades. Toute action politique doit se préparer à affronter les conséquences imprévues des décisions prises et à affronter également l'imprévisible qui ne manquera pas de se produire. Quel principe pour l'action? Une décision est politique si elle se fonde sur la possibilité de transformer une réalité existante au moyen des institutions, dès lors que ces institutions répondent aux critères de la légitimité et de la souveraineté. Une action est politique si elle tend à orienter les institutions selon les principes fondateurs de la collectivité nationale. Ces principes permettent de maintenir dans un cadre strict l'affirmation de la volonté individuelle et des volontés de puissance qui sont cultivées par divers groupes. Elle interdit le calcul cynique, le raisonnement utilitaire, le culte d'ailleurs illusoire de l'efficacité. Les principes politiques ne doivent pas être confondus avec des valeurs mal définies. Les principes, ceux de 1789 et de 1946, résultent de notre histoire nationale et d'une délibération collective, alors que les valeurs sont individuelles et expriment une volonté de puissance. Par exemple, c'est le cas de l'honneur, que chaque personne ou chaque groupe fixe selon ses propres représentations dans le cadre d'une lutte personnelle ou collective pour se faire reconnaître. Le rôle de la volonté humaine est par ailleurs considérable dès lors que cette volonté reconnaît l'incertitude radicale et conçoit l'action collective comme une réponse à cette incertitude. Cette réponse s'énonce selon une hiérarchie stricte. D'abord, le projet clairement défini, c'est-à-dire la mise en cohérence des choix politiques. Ensuite, la stratégie, qui permet de réaliser le projet. Enfin, les moyens d'exécution, qui sont à déployer en fonction des objectifs à atteindre. Cette cohérence est dynamique. Les conditions du moment sont pensées en fonction de l'avenir. Surtout, cette cohérence doit être strictement maintenue dans les comportements individuels et collectifs. On ne peut pas fonder un appel au rassemblement sur une pratique sectaire. On ne peut pas non plus se prononcer pour la justice sociale et se lier à des affairistes. Nous l'avons d'ailleurs constaté au cours des 20 dernières années, les partis politiques qui ont sacrifié leur projet à des gains tactiques ont connu des défaites qui compromettent aujourd'hui leur existence. Et les chefs d'État qui ont fait le contraire de ce qu'ils avaient annoncé aux électeurs ont été chassés du pouvoir. Reste à envisager la question des rapports de force. Toute action politique doit en effet prendre la mesure des rapports de force qui ne sont pas du même ordre que les conflits violents dans lesquels on cherche à détruire l'adversaire. Entre les États et entre les groupes politiques, on peut sommairement distinguer deux types de rapports. Le rapport du fort au fort, qui implique
la négociation et la recherche du meilleur compromis possible. Et puis, il y a le rapport du faible au fort, qui implique pour le faible une défense rigoureuse des principes et le refus des concessions qui, contrairement à l'opinion courante, ne suscitent pas la bienveillance du fort, mais au contraire affaiblissent le faible. L'attitude de la France libre par rapport à ses alliés anglais et américains est exemplaire à cet égard. Un rapport de force ne s'analyse pas en termes quantitatifs, et il arrive souvent, dans l'action politique, que les gros bataillons soient défaits. Ainsi, les partis communistes, qui présentaient de remarquables modèles d'organisation, mais qui n'ont pas compris les transformations historiques de la fin du XXe siècle. Somme toute, quelle que soit la conjoncture, il faut se souvenir que la meilleure école de commandement, c'est la culture générale, comme l'écrivait le général de Gaulle. La culture générale, c'est ce qui permet de mobiliser des savoirs et de rassembler des énergies lorsqu'on se trouve soudain confronté à l'extraordinaire.